bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue. Bienvenue à ce rendez-vous raté avec l'histoire. La conférence de ce midi par le professeur Joseph, mon collègue, et aussi le directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques, va porter sur l'arrêt Caron contre l'Alberta. Donc, c'est un arrêt de la Cour suprême du Canada qui a été rendu tout récemment, seulement quelques mois en novembre, comme vous devez savoir. Les droits linguistiques, eh bien, vous savez tous aussi, je vais quand même le répéter, les droits linguistiques, ça occupe une place très importante, non seulement ici à la faculté de droit et à l'Université de Montréal, mais aussi dans l'histoire de bien des parties du Canada, ou plutôt, on pourrait dire, c'est le non-respect de ces droits qui, malheureusement, a trop souvent été entaché des lances entiers, des plaines, parce qu'on va parler surtout de l'Ouest canadien, et le fil des années, comme vous allez l'entendre sous peu. La conférence, plutôt cet arrêt, met en cause la constitutionnalité des lois de l'Alberta, en lien avec l'histoire de l'Ouest du pays, justement, et de l'absorption éventuelle de cette région par un Canada nouvellement indépendant. Et finalement, on va aussi parler, on va traiter de la place des populations francophones, qui est importante dans cette partie du pays, et dans les destinées politiques d'un gouvernement qui, dans un contexte historique, c'est un gouvernement qui est en pleine expansion. Selon M. Caron, en vertu de la proclamation royale de 1869 et de deux adresses dont on va vous parler un peu plus tard, qui ont été émises en 1867 et en 1869, le gouvernement de l'époque, au nom de la reine, bien sûr, avait promis, et c'est une histoire de promesse brisée, avait promis que les citoyens de la terre de Rupert et des territoires du Nord-Ouest allaient maintenir leurs droits dans l'éventualité où ils allaient rejoindre le Canada. Après l'annexion de ces territoires au Canada, la coutume, parce qu'il y avait une coutume de bilinguisme législatif qui était en vigueur sur ce territoire à l'époque, a été, ça continue, ça a été maintenu pendant une courte période de temps pour ensuite être laissé de côté au profit de, vous l'avez deviné, profit de la langue anglaise. Donc cette conférence va mettre en évidence le rendez-vous raté avec l'histoire, puisque la Cour suprême du Canada a refusé, par 6 contre 3, de reconnaître que les droits promis après l'annexion de ces territoires au Canada, comprenait les droits linguistiques. Je pense qu'il est important de noter que notre collègue, le professeur Doucette, était l'avocat de l'Association canadienne-française de l'Alberta dans cette affaire, donc un des intervenants les plus importants dans le dossier. Et je crois que nous aurons à la fin de sa présentation un peu de temps pour quelques questions, peut-être même une petite discussion. Donc, chers collègues, mesdames et messieurs, je vais accueillir avec moi notre collègue distingué orateur aujourd'hui, monsieur le professeur Michel Eustache. Changez de nom à la fin de la présentation, c'est pas grave. C'est Michel Ducec, pas Bastache. Michel. Très bien, c'est un honneur de pouvoir être porté le nom de Michel Bastache. Merci Fernand. Je suis heureux de pouvoir vous parler de la course Caron. Je vois qu'il y a ici quelqu'un de l'Ouest. Alors, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si dans les étudiants, il y a des étudiants de l'Ouest ici dans la classe. Mais évidemment, ce de quoi on va parler aujourd'hui touche plus particulièrement à l'Ouest canadien. Il y a certains dossiers sur lesquels on a l'opportunité de travailler qui parfois sont des privilèges. Et celui-ci, j'ai toujours considéré, j'ai remercié l'Association canadienne-française de l'Alberta à plusieurs reprises de m'avoir permis de travailler dans ce dossier, parce que ça m'a permis de réapprendre ou de revenir à une partie de l'histoire du Canada, l'histoire de l'Ouest canadien, de la francophonie de l'Ouest, qu'on connaît très mal. On a très peu appris dans nos cours d'histoire au Canada lorsqu'on allait à l'école. Je suis certain que c'est le cas également
pour les plus jeunes d'entre vous. On a très peu parlé de cette réalité-là de la francophonie de l'Ouest. Et la cause Caron, évidemment, c'est une cause qui met en perspective le rôle de l'histoire dans l'interprétation d'un droit, parce que ici, dans l'interprétation des droits linguistiques. Donc, au cœur de cet arrêt de l'arrêt Caron se trouve la question importante touchant aux droits linguistiques de la minorité francophone, non seulement de l'Alberta, mais également de la Saskatchewan et même de l'ensemble. On va voir que la terre de Rupert et les territoires du Nord-Ouest, c'est très, très large. Donc, juste pour vous mettre en perspective, Caron et Boutet ont été accusés dans des procédures distinctes, ce n'était pas la même procédure, d'infraction routière. Entre autres, Caron, l'infraction, c'est lorsqu'il est arrivé à un croisement d'une rue, l'agent de police qui le suivait a réalisé que son clignotant, un de ses clignotants ne fonctionnait pas. C'est une infraction mineure au code de la route, mais une infraction mineure qui a occupé le monde juridique pendant presque 10 ans. Pour qu'on décide en bout de la ligne, à savoir est-ce qu'effectivement M. Caron, dans ce cas-ci, avait le droit de recevoir les documents juridiques, les lois qu'il avait en fait, le droit de les recevoir dans les deux langues officielles. Maintenant, pour mettre les choses en perspective, M. Caron n'a jamais allégué qu'il n'était pas coupable de cette infraction. D'ailleurs, il a payé son amende, mais on a continué quand même le dossier sur la base de savoir si les mesures législatives dans le code de M. Caron, the Use of Highway Rules of the Roads Regulation, si ces mesures législatives albertaines-là, qui a été étiquetées en anglais seulement, étaient constitutionnelles. Caron et Boutet donc prétendent que la loi et les règlements sont inconstitutionnels parce qu'ils n'ont pas été édictés en français. Ils font aussi valoir que la loi linguistique de l'Alberta est inopérante dans la mesure où elle abroge ce qui constitue une obligation constitutionnelle incombante à la province. Je vais revenir un peu plus loin sur une autre décision de la Cour suprême dans l'affaire Mercure. Suite à cette décision-là dans l'affaire Mercure, l'Alberta avait adopté, et la Saskatchewan également, leur seule loi linguistique, si on veut, dans les deux langues officielles, la loi qui faisait en sorte que dorénavant, en Alberta et en Saskatchewan, l'anglais serait la langue des documents, des lois comme telles, et c'est la disposition 2. Donc, Caron et Boutet contestaient dans ce cas-ci la validité constitutionnelle de cette loi linguistique. Je vous expliquerai tout à l'heure d'où vient cette loi linguistique. Donc, la contestation de Caron et Boutet a été acceptée en première instance par la Cour provinciale. Le juge Wendel de la Cour provinciale a déclaré effectivement que la loi linguistique de l'Alberta n'était pas constitutionnelle puisqu'elle enfreignait les obligations constitutionnelles. Et juste pour vous donner une perspective de l'importance du dossier, en Cour provinciale, et là je n'étais pas impliqué en Cour provinciale, on est arrivé par la suite, c'était notre collègue Rupert Baudet, avocat de la Saskatchewan, qui tout seul a mené ce dossier en Cour provinciale, un dossier pour une infraction, une infraction à une lumière de signalisation qui était brisée, un procès qui a duré 89 jours, 12 témoins, donc 5 témoins experts, donc dans les 5 témoins, au moins 4 témoins experts en histoire, 9000 pages de transcription pour un procès qui portait uniquement sur une infraction au code de la route. Donc, on voit l'importance de ce dossier-là comme tel. Donc, en première instance, Caron et Rupert Baudet ont eu gain de cause. La Cour a reconnu dans ce cas-ci que la province de l'Alberta avait une obligation constitutionnelle. Malheureusement, devant la Cour d'appel des poursuites sommaires, c'est-à-dire la Cour du Nord-Lorraine, la décision de la Cour provinciale a été renversée et par la suite, devant la Cour d'appel de l'Alberta, j'étais présent devant la Cour des poursuites sommaires et devant la Cour d'appel de l'Alberta. La Cour d'appel de l'Alberta a confirmé la décision également de la Cour des poursuites sommaires et a infirmé la décision de la Cour provinciale. Donc, la demande de procéder à un appel devant la Cour suprême du Canada a été autorisée et la Cour suprême était demandée de trancher la question suivante. Est-ce que la loi linguistique est ultra viresse ou sans effet dans la mesure où elle abroge une obligation constitutionnelle de l'Alberta d'édicter, d'imprimer
publier ses lois et ses règlements en français et en anglais. Donc, c'était la question que la Cour devait trancher. Et la réponse à cette question-là se trouve dans l'histoire de l'Ouest canadien, c'est-à-dire dans l'histoire de la terre de Luther et des territoires du Nord-Ouest. Plusieurs personnes, et on taquinait beaucoup Luther de Moulin parce qu'il portait le nom de Luther. On lui disait que ce n'était pas sa terre, quand même, qui était en cause dans ce cas-ci. Mais si vous regardez le Canada tel qu'il existait à ce moment-là, la terre de Luther, c'est celle que vous voyez en rose. Vous voyez que la terre de Luther occupait une partie du Québec, tout le nord de l'Ontario, le Manitoba, une partie de la Saskatchewan et de l'Alberta, une partie des territoires du Nord-Ouest, et la zone qui était en grise à côté, c'était les territoires du Nord-Ouest. Donc, dans ce cas-ci, la question porte sur justement l'histoire de cette région-là, savoir est-ce que sur ces territoires-là, qui étaient occupés par des francophones et des anglophones, mais qui étaient occupés surtout par des coureurs des bois, des gens qui allaient dans l'Ouest pour la trappe de la fourrure, pour la compagnie de la déduction, et qui étaient francophones, qui également s'étaient identifiés avec la communauté autochtone de la région et qu'on appelait également les Métis. Donc, avant leurs annexions, ces vastes territoires-là de l'Ouest et du Nord canadien étaient administrés par la Compagnie de la baie d'Hudson, une compagnie à charte royale qui avait obtenu le monopole pour la traite de la fourrure dans la région. Ces territoires seront annexés au Canada en 1870 à la suite de négociations entre les représentants canadiens et la population de ces territoires. Le résultat de ces négociations sera la création et l'admission du Manitoba à titre de nouvelle province. Si vous regardez, le Manitoba à l'époque, on l'appelait la province Timbre-Écosse parce que c'était uniquement la région de Winnipeg, c'était la région de la Rivière-Rouge. Donc, l'annexion de ces territoires-là va faire en sorte que le Manitoba va devenir une province et que le reste des territoires, appelés les territoires du Nord-Ouest et la terre de Luther, seront annexés comme un territoire administré par le gouvernement fédéral. Donc, c'est le territoire du Nord-Ouest que nous avons là. Donc, une partie de ces territoires-là, des territoires du Nord-Ouest, formeront en 1905 les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. Donc, si on fait un peu un survol historique de cette annexion de ces territoires-là, ça débute en décembre 1867, pas longtemps après la Confédération canadienne. Le Parlement du Canada présente alors une adresse à la reine demandant au Parlement impérial d'unir la terre de Luther et les territoires du Nord-Ouest à la puissance du Canada et d'accorder au Canada le pouvoir de légiférer à l'égard de ces territoires. C'est ce qu'on appelle l'adresse de 1867. Et l'adresse de 1867, dans cette adresse-là, le Canada promet que dans l'éventualité d'un transfert, ces organes seront prêts à pourvoir à ce que les droits, et remarquez bien ici dans la version française, on parle des droits légaux, mais de deux versions de la traduction. Dans une version, on parle de droits légaux, et dans une autre version, on parle de droits acquis. Donc, pourvoir à ce que les droits légaux ou les droits acquis de toute corporation, compagnie ou individu de ces régions soient respectés. Donc, le Canada disait, si vous nous permettez d'annexer ces territoires, on va respecter les droits légaux ou les droits acquis des personnes et des corporations qui se trouvent sur ce territoire. La demande du Canada à la couronne britannique en 1867 sera refusée. Au lieu, la couronne va encourager le Canada à entamer des négociations avec les deux territoires afin de parvenir à des conditions d'admission favorables. Donc, en 1869, à la suite d'une entente avec la Compagnie de la baie d'Hudson, le Parlement canadien adopte une seconde adresse dans laquelle il demande maintenant à la couronne la permission, encore une fois, d'annexer la terre de Luther aux conditions approuvées par la Compagnie de la baie d'Hudson, et de prévoir l'entrée de ce territoire-là dans le Canada. Dans l'adresse de 1969,
le Parlement prend encore une fois certains engagements, c'est qu'il dit qu'il autorise le gouverneur en conseil à régler tous les détails qui seront nécessaires pour la mise à exécution de la convention ci-dessous. Donc cette adresse-là sera accueillie par la couronne, mais la population des territoires, elle reçoit mal ce projet d'annexion. En novembre 1969, un groupe d'habitants mené par Louis Riel va interdire l'entrée sur le territoire au lieutenant-gouverneur qui est proposé par le Canada. Peu après, un groupe de médecins, dont fait partie de Louis Riel, va prendre possession de Upper Fort Garry, qui va devenir plus tard Winnipeg, dans la colonie de la Rivière-Rouge. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Louis Riel, mais Louis Riel, pour moi, c'est probablement l'homme politique canadien pour qui j'ai très grande estime. C'était le chef du peuple métis de l'Ouest. C'est également, ce qu'on peut dire, le fondateur de la province du Manitoba. Il a dirigé des mouvements de résistance contre le gouvernement canadien dans le but de protéger les droits et la culture des Métis, alors que l'influence canadienne se faisait sentir dans l'Ouest. Il a fait partie de deux révoltes, deux rébellions, si vous voulez. La première, la rébellion de la Rivière-Rouge de 1969, dont je viens de vous parler, où il a établi un gouvernement provisoire pour négocier finalement l'entrée du Manitoba et des territoires du nord-ouest dans la Confédération canadienne. Mais suite à ça, Riel a dû s'exiler aux États-Unis parce que pendant le gouvernement provisoire, il y avait un représentant du gouvernement canadien, Thomas Scott, qui sera pendu pendant ces événements-là. Et Louis Riel sera accusé effectivement pour cet événement. Il reviendra au Canada en 1884, surtout dans la région de la Saskatchewan, où également à ce moment-là, il sera le chef de nouvelles rébellions dans cette région, où il sera finalement fait prisonnier et pendu par le gouvernement pour le décès de Thomas Scott. Louis Riel, si vous allez à Saint-Boniface, au Manitoba, au collège Saint-Boniface, si vous allez devant le collège, vous allez voir le monument érigé, la tombe de Louis Riel qui se trouve là, où chaque année, des gens se réunissent pour rendre honneur à Louis Riel. Je dois vous avouer que chaque fois que je me rends dans la région de Saint-Boniface, je fais toujours un exprès pour aller à la tombe de Louis Riel. Il y a eu plusieurs tentatives de réhabilitation de Louis Riel au niveau du gouvernement canadien. Ça a toujours été refusé. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement en place, on pourra finalement arriver à réhabiliter ce personnage très important de l'histoire canadienne. Donc, suite à la première révolte de 1869, donc Riel va convoquer des représentants des paroisses anglophones et francophones du territoire. Et ces représentants, comme je l'ai expliqué tantôt, vont former un gouvernement provisoire. Et au cours des mois qui suivent, les représentants vont énoncer certaines revendications auxquelles le Canada doit accéder pour faire accepter sa prise de contrôle. Ces demandes sont exprimées sous forme de liste de droits. Puis une première liste de droits sera produite en 1869, une deuxième en 1870 et une troisième également en 1870. Et au nom des exigences qui sont, il y a une photo ici de Riel et son gouvernement provisoire, au nom des exigences qu'on retrouve dans la liste de droits, il y en a une qui touche spécifiquement à la langue et qui demande, après une annexion, que l'usage des langues anglaises et françaises sera facultatif dans la législature et les cours de justice, et tous les documents publics et les actes de la législature seront publiés dans les deux langues. Donc on demandait, les gens qui négociaient avec le Canada demandaient dans cette liste de droits qu'on respecte le bilinguisme parlementaire et législatif. Et cette revendication reflétait bien l'usage qui avait cours à l'époque d'adopter dans les territoires du Nord-Ouest la législation dans les deux langues officielles. La Compagnie de la baie d'Hudson avait accepté sur son territoire que toute la législation et les procédures judiciaires se déroulent dans les deux langues officielles parce qu'il y avait un nombre important de francophones dans la région. Le Canada, lui, assimile les activités des résidents des territoires à l'époque de la rébellion comme des actes de rébellion. Et enfin, d'apaiser les tensions,
le 6 décembre 1869, le gouverneur général signe une proclamation royale. La proclamation royale de 1869. Je dois vous avouer que c'est la première fois que cette proclamation royale, au début dans le dossier Caron, que cette proclamation royale était invoquée pour la protection des droits linguistiques. Dans cette proclamation, la couronne britannique disait qu'elle avait du chagrin, du déplaisir avec lesquels la reine regarde les actes déraisonnables et illégaux qui ont eu lieu. Et au terme de la proclamation, les résidents sont assurés que sous l'union avec le Canada, tous vos droits et privilèges, civils et religieux, seront respectés, vos propriétés vous seront garanties et que votre pays sera gouverné, comme par le passé, d'après les lois anglaises et dans l'esprit de la justice britannique. Donc, suite à cette proclamation, le Canada invite une délégation des territoires à venir à Ottawa pour entamer les négociations au sujet de l'annexion des territoires de Rupert et des territoires du Nord-Ouest. Les parties conviennent alors qu'une petite partie des territoires, la nouvelle province du Manitoba, entrera dans le Dominion canadien à titre de province, tandis que le reste des territoires sera annexé au Canada à titre de nouveaux territoires et relèvera du Parlement canadien. Comme convenu, le Parlement adopte en 1870 la loi de 1870 sur le Manitoba. Et cette loi-là a l'effet de créer la province du Manitoba. Et on retrouve à l'article 23 de la loi sur le Manitoba une disposition qui touche spécifiquement à l'usage du français et de l'anglais. Donc, pour le Manitoba, l'usage du français et de l'anglais était garanti à l'intérieur de l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba. En juin 1870, le gouvernement impérial, lui, à Londres, va prendre un décret, le décret de 1870, qui ordonne l'admission de la terre de Rupert et des territoires du Nord-Ouest dans le Canada à titre de territoire, au terme des conditions énoncées dans les adresses de 1867 et de 1869 qu'on a vu tantôt. Et d'ailleurs, les adresses de 1867 et 1869 seront annexées au décret de 1870 et seront en annexe, le décret lui-même, vous le retrouverez aujourd'hui, en annexe de la loi constitutionnelle de 1982. Donc, en résumé, c'est dans ce contexte historique-là que la Cour suprême du Canada devait répondre à la question qui lui était posée. Et comme le doyen disait tout à l'heure, dans une décision partagée 6 contre 3, elle va rejeter les prétentions de Caron et Boutet et mettre ainsi fin à l'espoir de faire renaître dans l'Ouest canadien, à l'exclusion du Manitoba, un embryon de bilinguisme. Donc, je vais maintenant aborder la décision Caron et parler de la décision majoritaire et ensuite de la décision minoritaire. Donc, l'opinion majoritaire de la Cour suprême dans Caron est rendue par les juges Cromwell et Karakatsakis. La majorité conclut que la thèse soutenue par Caron et Boutet doit être rejetée car, selon la majorité, elle ne respecte ni le texte, ni le contexte, ni l'objet des documents qu'ils invoquent. Les juges majoritaires reconnaissent d'entrée de jeu que la dualité linguistique et les lois linguistiques sont profondément enracinés dans notre histoire et qu'ils reflètent les principes fondamentaux que sont le constitutionnalisme et la protection des minorités. Toutefois, ils ajoutent qu'ils doivent également garder à l'esprit que le principe fondamental du fédéralisme exige qu'ils tiennent compte de l'autonomie dont les gouvernements provinciaux disposent pour assurer le développement de leur société dans leur propre sphère de compétences. D'ailleurs, selon les juges majoritaires, et là je cite, nous ne pouvons permettre que la poursuite des droits linguistiques empiète sur une matière de compétences clairement provinciales, comme nous le demandent les appelants. Il nous est également impossible de résoudre la tension générée par l'interaction des principes constitutionnels fondamentaux, comme nous le demandent les appelants, à l'aide de grandes généralités qui ne soulèvent point de controverse ou en attribuant des phrases vagues un sens improbable. Il nous faut plutôt examiner le contexte et l'objet de notre Constitution pour déterminer si une limite de nature constitutionnelle
restreint le pouvoir de l'Alberta de décider de la langue ou les langues dans lesquelles elle édicte ses lois. Donc, les juges majoritaires poursuivent en reconnaissant qu'il faut donner une interprétation large et généreuse aux documents constitutionnels. Et ils ajoutent, en se référant à la décision de principe R contre Brolac rendue par Michel Bastarache, alors qu'il était à la Cour suprême, que les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation téléologique qui apporte une solution de droit de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada. Donc, on reconnaît au départ qu'on doit donner une interprétation large et généreuse aux droits linguistiques. Ensuite, faisant référence au renvoi relatif à la sécession du Québec, les juges majoritaires indiquent qu'un tribunal doit toujours se rappeler que même à l'époque de la Confédération, la protection des droits des minorités était considérée comme un facteur essentiel dans l'élaboration de notre structure constitutionnelle. Or, ceci étant dit, il rappelle également que ces principes ne peuvent avoir préséance sur le texte écrit de la Constitution et que la Constitution ne peut être considérée comme un simple contenant à même de recevoir n'importe quelle interprétation qu'on pourrait vouloir lui donner. Donc, les juges majoritaires nous envoient ici un message clair. Si les tribunaux doivent donner une interprétation généreuse aux droits linguistiques constitutionnels, ils ne doivent pas en créer des nouveaux là où ces droits n'existent pas. Pour la Cour, il n'existait pas de droit constitutionnel dans l'Ouest canadien et on ne peut pas créer des droits si ceux-ci n'existent pas. Évidemment, nous, on ne partageait pas cette opinion de la Cour, et je reviendrai tout à l'heure avec la position des juges minoritaires. Dans la même lignée, la Cour précise que dans l'histoire constitutionnelle canadienne, les droits linguistiques ont toujours été conférés de manière expresse. Il donne comme exemple les articles 133 de la loi constitutionnelle de 1867 ou encore celui qu'on a vu tout à l'heure, l'article 23 de la loi sur le Manitoba, qui traite expressément de ces droits. Ils ajoutent que l'absence totale d'un libellé semblable dans le décret de 1870, adopté à la même époque, affaiblit sérieusement l'argument des appellants, selon lequel les expressions, vous vous souvenez, je vous ai parlé de droit acquis et droits légaux, selon lequel ces expressions qui figurent dans l'adresse de 1867 devraient être interprétées de façon à englober les droits linguistiques. Si le législateur, selon la majorité, avait voulu conférer des droits linguistiques, il l'aurait fait de façon explicite, et non en les incorporant par renvoi implicite à des termes génériques comme droit acquis ou droit légaux. C'est quand même présupposé qu'à l'époque, que les gens qui négociaient ces documents-là et connaissaient très bien les droits linguistiques et connaissaient très bien la façon de formuler un texte législatif. J'ai beaucoup de difficultés lorsque la Cour me dit que dans les expressions droit acquis et droits légaux ne peuvent pas se référer expressément aux droits linguistiques. Les juges majoritaires ajoutent que les prétentions des appelants ne sont pas simplement contredites par les documents, mais également par le contexte entourant leur création. Ils précisent que les documents montrent clairement que les représentants des territoires n'ont jamais cru que la promesse qui a été donnée au sujet du respect des droits acquis ou droits légaux incluait les droits linguistiques. Ils précisent que les débats parlementaires montrent bien que la promesse relative au respect des droits acquis qui figure dans l'adresse de 1867 ne renvoie pas aux droits linguistiques, mais bien aux droits de propriété et à d'autres droits qui en découlent. Pourtant, si on revient, vous vous souviendrez, je vous ai parlé de la liste des droits que les gens de l'Ouest avaient présentés dans leurs négociations, et cette liste des droits se référait spécifiquement à des droits linguistiques. Les juges majoritaires reconnaissent que les représentants des territoires ont bel et bien tenté de faire constitutionnaliser les droits linguistiques lors de la négociation avec Ottawa. Or, comme il n'y a aucune mention expresse du bilinguisme législatif dans le décret de 1870, cela tend à indiquer que le bilinguisme législatif, s'il a été négocié avec succès dans le cas de la nouvelle province du Manitoba, n'était pas prévu dans le cas des terres de l'Outaire et des territoires du Nord-Ouest. Donc, la Cour utilise le fait qu'on ait reconnu à l'article 23 de la loi sur le Manitoba des droits linguistiques express, utilise cette conclusion-là pour dire si on l'a fait là, on ne l'a pas fait dans le décret. Et si on avait voulu le faire dans le décret, on l'aurait fait de la même façon qu'on l'a fait avec l'article 23 de la loi sur le Manitoba. L'objet du décret, selon les juges majoritaires,
consistait donc à effectuer le transfert de la terre de Luther et des territoires du Nord-Ouest au Canada, dans la mesure où un compromis historique est intervenu pour consacrer le bilinguisme législatif dans le cadre de l'annexion de ces territoires. Ce compromis, selon la majorité, s'est cristallisé dans l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba et nulle part ailleurs. En ce qui concerne l'argument des appelants voulant que l'administration combinée et bilingue des territoires du Nord-Ouest par la nouvelle province du Manitoba à compter de 1870 constitue une preuve que le bilinguisme législatif a bien et bien été consacré dans l'ensemble du territoire, parce qu'après l'annexion des territoires, pendant une certaine période, l'ensemble du territoire du Nord-Ouest était administré par la nouvelle province du Manitoba. Et la nouvelle province du Manitoba l'administrait par des lois bilingues et par un système judiciaire bilingue. Donc l'argument qu'on faisait, c'est puisque c'était le cas, ça démontre que l'objectif était également d'appliquer le bilinguisme législatif et judiciaire à l'ensemble des territoires. Mais la Cour nous dit non. La Cour nous dit cette administration combinée a pris fin 5 ans après, en 1875, avec l'adoption de l'Acte des territoires du Nord-Ouest. Et cette loi qui créait les institutions gouvernementales des territoires du Nord-Ouest ne contient aucune garantie concernant le bilinguisme législatif. Or, il y a une petite erreur, parce que 2 ans après l'adoption de la loi, il y a une disposition visant à établir le bilinguisme dans les territoires du Nord-Ouest qui sera présentée au Parlement canadien et qui sera adoptée. C'est l'article 11 de la loi. Qui est devenu par la suite l'article 110. Et si vous le lisez, vous allez voir que cette disposition concernant les territoires du Nord-Ouest était en tout point similaire à l'article 23 de la loi sur le Manitoba. Mais les juges, par contre, rejettent cet argument-là en disant, écoutez, cette modification-là ne doit pas nous mener à la conclusion que la Chambre des communes l'avait adoptée parce qu'elle était motivée par un sentiment d'obligation constitutionnelle. Donc la Cour s'est pas assez, on y a adopté ça, mais leur objectif n'était pas d'en faire une obligation constitutionnelle. Puis d'ailleurs, la Cour nous dit, c'est même pas une modification qui est venue du Parlement. C'est un sénateur, le sénateur Girard du Manitoba, qui au Sénat a proposé ça. D'ailleurs, si vous regardez dans la réaperture, la Cour suprême parlait de cette modification. La modification n'était pas parrainée par le gouvernement. Elle a été présentée au Sénat par le sénateur Girard du Manitoba, qui a déclaré qu'elle était souhaitable parce que les territoires comptaient autant de francophones que d'anglophones. Jusqu'à avis contraire, je crois que le Sénat fait partie du Parlement canadien, qu'une motion vienne du Sénat ou du Parlement, elle a le même effet. D'ailleurs, le Sénat ne s'est pas gêné, par exemple, il y a peut-être dans longtemps, pour bloquer la modification, la loi qui avait été adoptée par le Parlement canadien sur le bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. Mais dans ce cas-ci, on s'en faisait pas, mais il y a eu cette modification-là, mais elle n'est pas importante, parce qu'elle ne venait pas du Parlement, elle venait du Sénat, puis elle venait d'un individu au Sénat. Donc les juges majoritaires rappellent également que la Cour suprême du Canada s'était déjà prononcée sur une question similaire à la présente, à l'affaire Mercure. Puis l'affaire Mercure, qui vient de la Saskatchewan, dans cette affaire-là, la Cour avait conclu effectivement que l'article 110 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique n'octroyait aucun droit aux francophones de la Saskatchewan et de l'Alberta, et qu'elle avait permis également à ce moment-là aux provinces de tout simplement adopter une loi qui ferait de l'anglais la langue officielle de la législature, et c'est la loi linguistique de l'Alberta. Donc la Cour nous dit, ça a déjà été réglé cette question-là. Donc aujourd'hui, si on rendait une décision contraire, la stabilité de notre droit constitutionnel serait mise en péril. Donc la Cour dit, on ne peut pas, on n'a aucun intérêt dans ce cas-ci à renverser la décision Mercure. Pourtant, il y a des différences importantes. Dans la décision Mercure, il n'y a jamais été question du décret de 1870, puis il n'y avait jamais été question dans l'affaire Mercure de la proclamation royale de 1869. On ne savait même pas qu'elle existait à ce moment-là. Donc, quant à l'argument des appelants voulant que la proclamation royale, justement, de 1869 consacre le bilinguisme législatif,
Les juges majoritaires précisent que lorsque celle-ci est interprétée à la lumière de son contexte et de son objet, les mots droit et privilèges civils et religieux n'évoquent pas une promesse solennelle de garantir le bilinguisme législatif. Ainsi, en l'absence d'une garantie consacrée, comme c'est le cas pour le Manitoba ou le Québec, les juges majoritaires conclurent que les provinces ont le pouvoir de décider de la langue ou des langues qu'elles utiliseront pour légiférer. Une province peut choisir d'édicter ses lois et ses règlements en français ou en anglais. Elle peut également décider de le faire dans une seule langue. Puisque le libellé de l'adresse de 1867 n'était pas la thèse de l'existence d'une garantie constitutionnelle, l'Alberta était donc libre de choisir une seule langue pour ses lois. Ensuite, les juges abordent ce que je crois être la vraie raison pour leur décision, c'est-à-dire des considérations d'ordre pratique. Il conclut, par exemple, que les arguments, si on acceptait les arguments de Caron et de Boutet, que les conséquences pourraient être d'une portée considérable. Ils obligeraient entre autres la Cour à conclure que le bilinguisme législatif a été constitutionnalisé non seulement en Alberta, mais également dans toutes les terres qui appartenaient auparavant à la Compagnie de la baie du Sceau. Je vais juste revenir à l'arrière. On veut dire, si on accepte ça, ça veut dire que le bilinguisme législatif va s'appliquer dans tous les territoires. Sur cette partie-ci, qui est au Québec, l'obligation existe déjà en vertu de l'article 133, donc aucun problème. Sur le nord de l'Ontario, il y a déjà la loi sur les services en français qui impose l'obligation d'adopter les lois dans les deux langues. Sur le Manitoba, il y a déjà l'article 23 pour le Manitoba. Sur les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ils ont déjà des obligations en vertu des lois linguistiques de leur province d'adopter. Donc finalement, les deux seules provinces qui auraient été affectées, c'est les deux seules provinces qui étaient devant la Cour, soit l'Alberta et la Saskatchewan. Mais la Cour nous dit, c'est une considération pratique. Puis la Cour nous dit ensuite de ça, ça voudrait probablement vouloir dire également que tous les juges qui siègent à la Cour, dans ces tribunaux devraient être bilingues. La Cour dit exactement, si on accepte ces revendications-là, elle exigerait la nomination de juges bilingues. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas dans le contexte canadien d'avoir des juges bilingues. Donc, c'est la considération, effectivement, qui, à mon avis, a le plus d'impact sur la décision de la Cour et qui a fait en sorte qu'on voit que la majorité, tantôt, va dire nous, on n'est pas ici pour faire de la politique, on est ici pour faire du droit. Donc, ça, c'est la décision de la majorité. Je vais jeter un coup d'œil sur l'excellente dissidence, évidemment. J'ai trouvé la dissidence dans ce cas-ci. C'était une très bonne dissidence. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que dans ce dossier-là, on savait depuis le début que les chances de gagner en bout de ligne étaient très minces. Et pour nous, on se disait, si on peut avoir des juges, soit à la Cour d'appel de l'Alberta, même à la Cour suprême, qui seront dissidents, c'est une victoire. Et en avoir 3 juges, c'est encore une plus grande victoire. Et la dissidence, elle sera écrite par le juge Wagner. Et c'est le juge Wagner, Côté et Aberla. Je crois que la Cour a évité d'avoir une division Québec-Canada ici dans cette décision-là, parce qu'il y a un juge du Québec qui est avec la majorité, puis un juge de l'Ontario, la juge Aberla, qui est avec la minorité dans ce cas-ci. Et les juges de la minorité vont arriver à la conclusion de donner droit aux revendications de Caron et Boutet. Ils vont écarter dès le départ, eux, la décision Mercure. Ils vont dire que la décision Mercure a peu de pertinence pour interpréter les documents qui sont en cause dans ce récit, parce que les questions à litige ne sont pas les mêmes. Dans Mercure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la question du décret de 1870 n'a jamais été soulevée. Les juges rappellent également que la teneur des promesses qui étaient contenues dans l'adresse de 1867 ne peut être interprétée sans tenir compte du contexte dans lequel elles ont été faites. Ils ajoutent que la preuve historique révèle que les droits linguistiques revêtaient à l'époque une importance primordiale pour la population des territoires et qu'elle avait revendiqué et obtenu la promesse que ces droits seraient respectés. Cette conclusion, selon les juges dissidents, est fondée sur les prémices suivantes. Premièrement, le bilinguisme était incontestablement bien établi partout dans la terre de Luther et les territoires du Nord-Ouest. Et la preuve historique l'a démontré. Lorsque c'était la Compagnie de la baie du Son qui était là,
on respectait le bilinguisme législatif et judiciaire. Et d'ailleurs, les métiers eux-mêmes s'assuraient qu'on respecte. Il y a eu l'affaire Sawyer, je n'en parlerai pas. Si vous allez voir la décision, vous allez voir que les métiers ont tenu en otage un juge jusqu'à ce qu'on amène un juge bilingue pour pouvoir écouter un procès. Donc, c'était quelque chose qui tenait à cœur. Deuxièmement, le bilinguisme législatif a toujours fait partie des revendications lors des négociations. Et les délégués canadiens, impatients d'en arriver à un compromis avec les représentants de la population, le savaient et ne se sont pas opposés à ça. Troisièmement, il était nécessaire de négocier avec les représentants de ces territoires si l'on voulait procéder à l'annexion. Quatrièmement, les gouvernements canadiens et britanniques ont fait un certain nombre de promesses qui assuraient à la population des territoires la préservation du bilinguisme. Cinquièmement, les gouvernements ont tenu ces promesses et ont agi en conséquence dans les années qui ont immédiatement suivi le compromis de 1870. Sixièmement, ces pratiques linguistiques, de même que les revendications et les promesses visant leur protection, s'étendaient à l'ensemble du territoire et n'étaient pas restreintes à ceux qui allaient devenir la nouvelle province du Manitoba. Donc, pour la majorité, ce n'est pas vrai. Les gens qui négociaient l'annexion de ces territoires-là ne négociaient pas uniquement pour protéger les droits dans la petite province de Tinbros du Manitoba. Ils négociaient pour protéger les droits de tous les citoyens des territoires du Nord-Ouest et de la terre de Luther sur l'ensemble du territoire. Donc, pour la Cour, pour la minorité, c'était clair. La preuve historique était claire, et je vous ferai grâce d'aller en détail de leur analyse. La preuve historique était claire que autant la proclamation royale de 1869, autant le décret de 1869 et 67, autant tous les documents démontraient clairement que la question linguistique était au cœur des négociations et qu'elle s'étendait bien au-delà de la province du Manitoba. Les juges, je veux simplement peut-être, avant de conclure, au niveau des considérations d'ordre pratique qui ont été soulevées tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en réponse aux préoccupations pratiques de la majorité qui disait qu'une réponse positive aurait des portées considérables, c'est-à-dire que ça forcerait une grande partie des territoires canadiens, une grande partie du Canada à respecter le bilinguisme législatif et judiciaire, les juges de la majorité de la dissidence répondent que les répercussions pratiques seraient plutôt limitées, puisque déjà, comme je vous l'ai dit, les territoires touchés, à l'exception de la Saskatchewan et de l'Alberta, adoptent déjà leurs lois en français et en anglais. L'Ontario, Québec, Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, Yukon, Nunavut le font déjà. Enfin, il signale que la question dont ils sont saisis, et ça c'est peut-être un exemple, on n'en voit pas souvent un exemple où il y a évidemment un conflit important entre la majorité et la minorité, parce que les juges ne mettent pas des gants blancs dans ce cas-ci. Ils nous disent que la question fondamentale dont on est saisi est une question de droit, et non une question politique qui peut être laissée au contrôle du gouvernement. Donc, nous, on est ici pour interpréter le droit. On n'est pas ici pour regarder des considérations d'ordre politique. Donc, en conclusion, on va se passer par la suite s'il y a quelques questions. J'ai qualifié l'arrêt Caron, et je le qualifiais toujours avec mes clients, je le disais ça évidemment, on peut la qualifier comme la dernière planche dans le naufrage. Vous savez, cette dernière planche sur laquelle le naufragé s'agrippe dans l'espoir qu'il puisse sauver sa vie dans la tempête. Dans l'arrêt Caron, cette dernière planche-là, la proclamation royale de 1869, les décrets de 67 et 69, aurait permis de corriger ce que je considère être un tort historique immense causé à la communauté francophone de l'Ouest canadien. En lisant l'historique entourant l'annexion de ces territoires au domaine canadien et l'interprétation que les juges majoritaires de la Cour suprême ont donnée aux promesses et engagements pris envers les habitants de ces territoires, on ne peut que conclure à un rendez-vous historique raté. La décision nous laisse avec un goût amer. On a l'impression que la volonté clairement exprimée des habitants de ces territoires a été trompée par des négociateurs fédéraux peut-être plus aguerris et peut-être moins enclins à vouloir protéger leurs droits. Et il faut replacer ça aussi dans l'époque. La Cour suprême fait beaucoup référence
à des modifications législatives qui ont été apportées dans les années 1870 jusqu'à 1905. Il ne faut pas oublier que cette période-là, 1870 jusqu'à 1905, est une période où le sentiment anti-francophone à Ottawa et anti-francophone dans l'Ouest était très fort. D'ailleurs, le premier ministre McDonald avait cherché à augmenter l'immigration anglophone vers l'Ouest pour s'assurer effectivement que le Manitoba ne reste pas une province majoritairement francophone. On ne voulait probablement pas d'un deuxième Québec. Et c'est en 1890 que le Manitoba, oubliant l'article 23, adopte une loi qui fait de l'anglais la seule langue officielle du Manitoba. Deux décisions des tribunaux du Manitoba de Saint-Boniface au début du 20e siècle ont dit que vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas constitutionnel. Et malgré ces deux décisions-là, le gouvernement du Manitoba les a ignorées. Il a continué à vivre dans l'illégalité. Jusqu'aux années 1970, lorsque M. Forêt, un francophone du Manitoba, s'est fait arrêter pour excès de vitesse, il a décidé de contester le fait que la législation était illégale. D'ailleurs, ceux qui font des droits linguistiques, vous allez constater que les infractions à la route, ça fait avancer les droits linguistiques. L'affaire Beaumain, l'affaire Mercure, l'affaire Caron, l'affaire Forêt. Et dans le cas de M. Forêt, il est allé jusqu'à la Cour suprême du Canada, et la Cour suprême, finalement, a déclaré 100 ans plus tard que la loi faisant de l'anglais la langue officielle du Manitoba était inconstitutionnelle et que le Manitoba avait une certaine période de temps maintenant pour traduire l'ensemble de ses lois vers le français. D'ailleurs, quand j'étais étudiant à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa dans les années 70, c'était la seule décision avec Blakey qu'on avait en matière de droit linguistique. Aujourd'hui, on peut faire un livre de 1400 pages, mais dans ce temps-là, on ne faisait pas grand-chose en matière de droit linguistique. Donc, on était dans une période où, à Ottawa et un peu partout, on cherchait effectivement à anéantir la présence francophone au Canada. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une occasion ratée avec l'histoire. C'est aussi une façon de ne pas reconnaître la volonté de Louis Riel et des gens qui le représentaient. Maintenant, plusieurs personnes vont dire à quoi ça sert de reconnaître les droits législatifs? Ça ne donne absolument rien. On est souvent porté à dire, à marginaliser l'importance que le bilinguisme législatif peut avoir sur le développement et l'épanouissement d'une communauté linguistique minoritaire, et voir comme sans conséquence la décision de cadre. Sans prétendre que le bilinguisme législatif soit plus important que le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, il n'en demeure pas moins qu'il joue un rôle important dans la valorisation de la langue et de la culture de la minorité. Dans l'affirmation de son identité et qu'il sert également à appuyer ses revendications. L'absence de la langue minoritaire dans la sphère publique a pour effet d'envoyer aux locuteurs de cette langue un message négatif quant à leur statut. C'est-à-dire qu'il y a une langue importante, la langue de la législation, la langue de l'État, la langue anglaise, et il y a une langue seconde, la langue de la minorité. Donc les dispositions constitutionnelles et législatives qui traitent du bilinguisme législatif et parlementaire permettent de relever le statut de la langue minoritaire dans la sphère politique en la plaçant sur un pied d'égalité avec la langue de la majorité. Elles donnent également aux groupes minoritaires une certaine légitimité sur le plan politique. Malheureusement, les communautés francophones de l'Alberta et de la Saskatchewan devront accepter que cette reconnaissance n'existe pas pour eux. Un autre dernier aspect inquiétant de l'arrêt Caron est le message que ce banc ici de la Cour suprême du Canada semble nous envoyer au sujet de l'interprétation des droits linguistiques. La Cour semble adopter une approche plus restrictive en ce qui concerne l'interprétation des droits linguistiques, nous ramenant en quelque sorte à l'approche interprétative restreinte qui avait cours avant l'arrêt Beaulac, en 1986, la décision de la trilogie. J'ose espérer que cette décision n'est qu'un écart de parcours et qu'elle reflète plutôt les circonstances particulières de l'affaire et non une nouvelle tendance dans l'interprétation des droits linguistiques.